Anna Rocha. Bonjour à tous. La nuit a été longue au campus universitaire de Dakar. De violents affrontements ont éclaté entre étudiants de communautés différentes. Il y aurait plusieurs blessés et on ne connaît toujours pas les motivations de cette bataille rangée. Une conférence de presse est programmée. Elle n'a toujours pas démarré. En attendant d'en savoir un peu plus, Salimata Aou est retournée ce matin sur les lieux des affrontements. Sur place, des étudiants se disent terrorisés. Ils pensent que c'est la politique qui est à l'origine de ces tensions fréquentes à l'UCAD. Ils invitent l'État à y mettre un terme le plus rapidement possible. Reporter. Des étudiants toujours traumatisés par les violences notées au sein du campus universitaire. T-shirt blanc, pantalon noir, cet étudiant en Master 1 au département de géographie estime que ces rivalités entre étudiants dépassent même les autorités universitaires et c'est regrettable. On voit ces années passées qu'il y a une forte rivalité au sein de l'université Anta Diop. Cette rivalité est due au mouvement politique qui sont nés au sein de cette université. Donc, j'interpelle tous les étudiants à être conscients de cela. Qu'on nous sache que l'université Anta Diop est une université d'excellence, une université où on prime le savoir. Il y a beaucoup de nationalités qui veulent venir au Sénégal étudier parce que l'excellence qui prime au sein de cette université. Mais nous les jeunes, nous les étudiants sénégalais, c'est nous qui sème cette violence au sein de l'université. C'est quelque chose de très déplorable. La politique est souvent pointée du doigt. Elle est la cause de tous ces affrontements. L'avis d'El Bachir Diouf. Je suis profondément touché, dégoûté de notre image. Parce que l'étudiant doit être un modèle, il doit donner un bon exemple à la société. Parce que nous sommes les futurs dirigeants de ce pays. Donc si nous avons un comportement qui est vraiment malsain au sein de l'université, le temple du savoir, donc nous devons juger notre avenir, notre pays, l'avenir de notre pays. Franchement, c'est vraiment déplorable. Parce que si on voit au Sénégal, nous avons combien de centaines de partis politiques. Si chaque parti politique veut avoir un mouvement qui le représente au sein de l'université, il y aura problème. L'État est interpellé et pour cela, ce sont les responsables de l'université qui doivent s'y prendre. Selon ces étudiants. Toujours sur ces scènes de violence constatées hier à l'UCAD pour l'ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, cela traduit un échec dans la gestion de l'université. Selon Abdou Salam Sall, la police universitaire est la bienvenue, mais ce n'est pas ça la solution. Il est interrogé par Pape Besdiba. Je dois constater que nous avons, en constatant ces manifestations, consacré notre échec. Échec dans la gestion de l'université parce que nous n'informons pas à suffisance les étudiants des finalités de l'université et la société avec. Nous ne prenons pas de dispositions pour partager avec les franchises universitaires, mais aussi et surtout pour les accompagner dans leur accomplissement. Naturellement, des mesures qui pourraient aller avec. L'Université de Dakar, c'est plus de 80 000 étudiants en formation initiale. C'est la taille d'une ville moyenne. Une ville moyenne ne se gère pas sans service d'ordre. La police universitaire serait la bienvenue, mais la police universitaire n'est pas la solution. La solution, c'est la conscientisation des étudiants sur ce qu'est l'université et sur les enjeux qu'il y a à l'université. Tu réussis à l'université, tu as des chances de réussir ta vie. Tu ne réussis pas à l'université, ça peut être un peu plus difficile. Je ne veux pas dire que tu vas échouer. Donc, nous devons reprendre le système sous d'autres cieux. Quand vous venez visiter l'université, on vous donne plus d'informations sur les résidences des étudiants que sur les programmes enseignés. Ça veut dire que les résidences des étudiants sont d'une extrême importance. On ne peut plus continuer à les gérer comme ça de façon politique. On doit savoir que les enjeux sont énormes à ce niveau-là. Enjeux pour le savoir-être des étudiants, pour construire une nation. Quand on me dit que ce sont des luttes ethniques, mais ça c'est grave, c'est grave. Et le devenir du Sénégal est en jeu. Professeur Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où on attend de savoir ce qui va donc ressortir de la conférence de presse programmée depuis 10h30 sur ces violents affrontements survenus hier au campus universitaire. Une conférence de presse qui n'a toujours pas démarré. Il est midi, bientôt 7 minutes. Merci d'écouter le grand journal d'RFM. RFM.
L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Cette polémique autour de l'adéquation formation-emploi, l'université Alioune Diop de Bambey tranche le débat. Selon ses enseignants-chercheurs, ce sont les entreprises qui doivent faire un effort d'adaptation. C'est d'ailleurs ce qui leur a valu un taux d'insertion de plus de 60%. Les précisions de Babacar Diouf. Adéquation formation-emploi, qui de l'entreprise ou de l'université doit s'adapter? La question est posée. Les positions divergent, mais à l'université Alioune Diop de Bambey, ce sont les entreprises qui doivent s'adapter au type de compétences mises sur le marché. Dr Amadou Gueye, directeur adjoint de l'UFR, économie juridique. On ne peut pas comprendre qu'on parle de l'inadéquation de la formation au métier. Nous considérons que il doit y avoir plutôt les entreprises qui doivent rendre donc le métier adéquat donc aux formations, parce que l'université, sa vocation, c'est de former, c'est d'anticiper également ceux-ci des métiers nouveaux. Maintenant, c'est aux entreprises de se développer. Une stratégie qui a porté ses fruits dans cette université. Le taux d'insertion professionnelle n'est pas négligeable. Très grande satisfaction, parce que ce qui nous le fait dire, c'est aujourd'hui le taux d'insertion qui tourne autour aujourd'hui de 90% dans cette GFR. À travers un don de masques et de gel hydroalcoolique, les diplômés de l'UADB regroupés autour du réseau des alumni s'en félicitent. Ce don de gel et de masques est le premier pas. Dans les mois, voire les jours à venir, on nous entendra, on nous verra dans d'autres dimensions, toujours qui viseront quand même à remercier cette UFR. Dans ce contexte de rareté de l'emploi, l'université doit aussi s'ouvrir à la communauté la plus immédiate pour résoudre le problème de l'emploi dans le département de Bambey. Bambey, RFM, Babacar Diouf. À Ziguinchor, les organisations de la société civile réclament la libération de 4 jeunes arrêtés lors des émeutes survenues au début de ce mois de mars. Vision citoyenne, Frappe et Doina qui ont rencontré la presse tout à l'heure pour exprimer leur opposition à tout report des élections locales. Des séries de manifestations sont annoncées. À Ziguinchor, la correspondance de Lamine Ba. Actuellement, 4 jeunes arrêtés à Ziguinchor lors des émeutes de début mars sont toujours dans les liens de la détention selon la plateforme qui regroupe des organisations locales de la société civile. La plateforme multilutte Doina, Frappe France Dégage et Vision Citoyenne, dans un élan unitaire, réclament leur libération dans les meilleurs délais. Madia Diop Sané, porte-parole du jour. Vous avez constaté comme nous tous que jusque-là, à Ziguinchor, les détenus qui ont été pris lors des échauffourées sont présentement et actuellement dans les lieux de détention. Il s'agit de 4 personnes pour Ziguinchor. Et ce que nous réclamons, c'est la libération, comme on l'a dit, sans condition et dans les plus brefs délais de ces otages politiques. Nous disons que ça, ce n'était même pas une question de justice. La justice n'avait pas droit, une bonne justice n'avait pas droit de prendre ces gens-là et de les incarcérer. Parce que c'est des gens à la limite qui n'ont rien fait. Ils ont été juste incarcérés pour des faits à la limite imaginaires. La justice, elle doit se fier à des faits et non à des faits imaginaires, virtuels. Face à la presse, ces organisations de la société civile dénoncent tout report des élections locales et appellent au respect du calendrier républicain. Nous ne voyons pas en réalité les causes d'un report des élections. Nous ne voyons pas nous disons niet, et nous disons bien, nous disons niet à un report éventuel des élections locales. Nous voulons, monsieur le président de la République, que les élections locales puissent être organisées cette année dans laquelle nous sommes. Les acteurs de la société civile à l'échelle régionale menacent de mener dans les prochains jours des séries de manifestations pour obtenir la libération des jeunes et contraindre les autorités au respect du calendrier républicain. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Retenez aussi que le mouvement pour la défense de la démocratie M2D organise une conférence de presse cet après-midi, une rencontre qui se tient au siège de PASTEF. D'après le communiqué que nous avons reçu, d'importantes déclarations seront faites à l'occasion. Cet après-midi également, la commune de Pikine Nord accueille la cérémonie de pose de la première pierre de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté. L'édifice sera construit à la périphérie du quartier Niassane-Tir, près de l'arène nationale. Les riverains tirent déjà la sonnette d'alarme. Ils ne souhaitent pas que l'érection de cette infrastructure accentue les problèmes d'inondation et d'insécurité, comme ce fut le cas avec l'arène nationale. Un reportage de Ndongoka. Des ouvriers qui s'activent pour finir les installations du chapiteau sur l'esplanade de l'arène nationale. Ici va se tenir la cérémonie de pose de la première pierre de la Maison de la Jeunesse et de la Citoyenneté.
Mais de l'autre côté de l'arène nationale, au quartier Ndiasantire, l'événement suscite déjà l'angoisse chez les riverains. Mansour Diouf craint que l'érection de l'infrastructure vienne corser davantage leurs difficultés, surtout en période d'hivernage. Ils veulent créer donc une maison de la jeunesse, mais je pense que donc l'inondation va s'aggraver encore. Nous ne sommes pas contre cette maison de la jeunesse à Pikine Nord. Seuls les gens donc qui habitent dans ce quartier pour réduire donc les vrais problèmes qui règnent donc dans cette coin. Ndiasantire est dépourvu de réseau d'assainissement. L'arène nationale qui surplombe le quartier est à l'origine du calvaire des habitants. Les problèmes donc des Ndiassanois, c'est d'abord l'assainissement, avant tout d'abord. Les problèmes d'inondation donc ça vient donc de l'arène nationale. Les gens donc quittent leur maison. Cette maison, oui, il a été abandonné. Le quartier a un cadre de vie très dégradé. Dans les parages, l'insécurité constitue un vrai casse-tête. L'origine donc de cette insécurité, c'est les charretiers. Toute personne qui fait un délit, il va fuir donc pour entrer donc dans le quartier Ndiassa. Les habitants de Ndiasantire lancent un cri du cœur. Ils ne veulent pas que la construction de la maison de la jeunesse à la périphérie du quartier soit source de désagrément, comme c'était le cas avec l'arène nationale. Mansour Diouf. Et nous appelons donc l'État donc à prendre les devants au bord donc de l'arène. Il nous avait promis donc de faire le plan cadastral pour pouvoir donc améliorer l'assainissement. Mais depuis lors donc on n'a rien vu. Le message s'adresse aux autorités qui pilotent les travaux de l'édifice. Nongaka Pikine Nord, Radio Futur Média. Le président du conseil communal de la jeunesse de Pikine Nord réagit sur la nécessité de réformer le fonctionnement des CEDEPS. Alioune Badara Fall estime que ces centres départementaux d'éducation populaire et sportive sont en déphasage avec les aspirations de la jeunesse. On l'écoute au micro de Nongoka. C'est un honneur aussi pour nous que le département de Pikine soit le premier département à recevoir cette maison de la jeunesse. Oui, nous avons espoir. Dans le décret de création de cette maison, nous avons vu que la jeunesse est très bien impliquée sur la gestion de cette maison. C'est la jeunesse, le conseil départemental qui va gérer le secrétariat de cette maison-là. Et maintenant, l'ensemble des services qui concernent l'emploi, le financement, la formation, l'ensemble de ces structures-là vont être logées dans cette maison. Ça sera en quelque sorte un guichet unique. La jeunesse n'aura plus besoin d'aller vers Dakar, vers Kassor, partout pour chercher des services. L'ensemble de ces services-là vont se trouver dans une seule maison et qu'il y aura aussi un centre d'incubation pour les jeunes entrepreneurs. Les CEDEPS sont là, mais il faut oser le dire, les CEDEPS n'ont pas su jouer concrètement leur rôle. Mais aujourd'hui, si les maisons de la jeunesse viennent en appoint à ces CEDEPS-là, je pense que ça ne sera que bénéfique pour la jeunesse. On doit réformer ou bien revaloriser le rôle que doivent jouer ces CEDEPS-là. Parce qu'aujourd'hui, ils sont un peu en déphasage avec les aspirations de la jeunesse sénégalaise. Aujourd'hui, les CEDEPS ne sont plus fréquentés par la jeunesse. Je ne sais pas là où se trouve le problème, mais on doit repenser le mode de fonctionnement et le mode d'animation de ces services-là. Et toujours en ce qui concerne la problématique de l'emploi, le conseil départemental de la jeunesse de Fatick tire sur la gestion de la DER. Les 740 millions de francs CFA que la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide dit avoir injecté dans le département ne cadre pas avec la réalité, ont déclaré ces jeunes. Ils demandent donc l'audit des programmes de l'État en matière d'emploi, nous dit Aminata Goudjabi. Le président du conseil départemental de la jeunesse de Fatick n'a pas mis de gants. Les montants annoncés par la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide DER pour le financement des jeunes du département ne reflètent pas la réalité sur le terrain. Pape Massène Gueye. On a donné ici des chiffres de 700 millions financés au niveau de la DER. Il y a eu une cérémonie officielle au niveau des berges du Sine avec le délégué de la DER où on a donné à des jeunes des chèques de 2 millions, des chèques de 3 millions. Une fois au Crédit Mutuel, ils se sont retrouvés avec 250 000 francs. Imaginez-vous, quelqu'un qui a un projet de 2 millions, on lui dit que ton projet est bancable, on te finance officiellement devant les autorités. Et une fois à la banque, on te dit qu'on a viré 250 000 pour vous. Le taux de chômage chez les jeunes du département dépasse les 80% selon Pape Massène Gueye, qui demande un audit des programmes de promotion de l'emploi des jeunes mis en place par le chef de l'État depuis de nombreuses années. Nous demandons l'audit des structures qui s'activent au niveau de la jeunesse, surtout la DER, l'évaluation exhaustive de la DER, et que ces chiffres-là qu'on a publiés ici, que des jeunes de Fatick ont bénéficié de ces financements-là, plus de 1000 jeunes, alors que jusqu'à présent, des jeunes courent derrière ces financements-là. Et je crois que ce n'est pas une bonne chose. L'ouverture de certaines usines et le port de Ndaronga, inauguré depuis près de 6 ans, est aussi réclamé par les jeunes du département de Fatick. Leur mise en service pourrait réduire le taux de chômage. Le port de Ndaronga peut régler beaucoup de problèmes. Beaucoup de jeunes ont été formés ici, au niveau des métiers portiers. Donc nous réclamons l'ouverture, l'accès aussi à la terre. On nous parle du projet Agri-Jeunes. Mais si les jeunes n'ont pas accès à la terre, ils ne pourront pas. Donc, alors que les jeunes et les femmes ont besoin de ces terres-là pour pratiquer l'agriculture. Une présence massive des jeunes dans le Conseil national pour l'insertion et l'emploi de la jeunesse est également une doléance. Aminato Goudiabi, Fatick RFM. RFM, partout, tout le temps.
Il est 12h16 sur RFM. Rien ne va plus à la RTS. L'intersyndicale Synpics-CNTS de la radio-télévision sénégalaise était en sitting ce matin devant les locaux de l'entreprise. Les travailleurs dénoncent la gestion du directeur Racine Talla. Les syndicats n'ont pas manqué de fustiger le manque de transparence dans sa gestion, mais aussi un climat délétère selon donc les agents de la RTS. Le compte rendu est signé Nafissatou Silla. Gestion gabegique, budgétivore, le bilan dressé par l'intersyndicale Synpics-CNTS de la RTS à l'endroit du directeur général Racine Talla. Cheikh Birahim Ndiaye, le secrétaire général de la CNTS, section RTS. L'heure est grave. La RTS, depuis un certain temps, traverse des difficultés terribles qui résultent de la gestion agonisante de Racine Talla qui est à la retraite depuis 4 ans. Aujourd'hui, plus que jamais, les travailleurs ne cessent de décrier l'opacité avec laquelle est gérée cette institution de la République. Nous exigeons la signature de l'accord sans délai et sans condition. Comment un directeur général peut oser défier des syndicalistes en montant des agents contre d'autres? Un acte ignoble qui porte la signature de Racine Talla. Son geste n'honore pas l'image de la RTS. L'intersyndicale se dit déterminé. Il faut sauver le navire. Et nous prenons l'engagement ferme de défendre les intérêts matériels et moraux des travailleurs sur l'étendue du territoire. Malgré les tentatives d'intimidation et les menaces adressées par certains directeurs en quête de code de popularité. Pour redresser la barre, l'intersyndicale Synpics-CNTS ne cesse d'alerter et de tirer la sonnette d'alarme pour sauver notre outil de travail. Ce patrimoine national est en péril. Chers travailleurs, tous à la rescousse. Nous, travailleurs de la RTS, sommes déterminés à poursuivre le combat au péril de notre vie face à l'injustice et aux pratiques mesquines de Racine Talla. Comment un directeur général, en lieu et place d'une planification axée sur les résultats, ne cesse de perpétrer des plans de liquidation. Un plan d'action est ainsi mis sur pied jusqu'à obtention de gain de cause. L'intersyndicale, avec toute sa base, s'avoue prête à défier Racine Talla. Au même moment, les techniciens de la RTS affiliés au Synpics dénoncent cette sortie de l'intersyndicale. Ces techniciens estiment qu'il s'agit d'une diversion et que la section Synpics n'a pas son mot à dire dans cette affaire puisqu'elle n'a pas de légitimité. On écoute là-dessus Ousmane Cissé, Synpics RTS, au micro de Nafissatou Silla. Depuis un certain temps, on voit que le syndicat Synpics de la RTS ne veulent pas faire une assemblée générale. Depuis lors, nous avons entamé une pétition dans toutes les régions du Sénégal, en sachant que la RTS n'est pas seulement le Sénégal. Il y a plus de 1000 agents, comme il l'a dit. Donc on pense qu'il est temps actuellement pour que le syndicat en place puisse organiser une assemblée générale de renouvellement depuis 1 an. Donc il s'agrippe depuis lors pour leurs propres intérêts et c'est ça que nous déplorons. Et je parle au nom de tous les agents dans toutes les régions du Sénégal, en sachant que la RTS n'est pas seulement ce bâtiment derrière moi, la RTS c'est toute l'étendue du territoire national. Donc camarades, nous voulons le renouvellement du bureau actuel qui est en train de mener un bras de fer avec le directeur général et que nous déplorons et qui nous honore même pas. Ça c'est à regretter et franchement c'est pas normal. Ousmane Cissé, donc membre du Synpics de RTS Matam. En plus bref, le point Corona de ce vendredi matin. 3 nouveaux décès ont été enregistrés. 99 cas positifs sur 1586 tests réalisés, parmi lesquels 34 cas contacts et 65 cas issus de la transmission communautaire. RFM. L'actualité internationale. À midi, passé de 20 minutes avec Georges Détidiop. Bonjour Georges. Bonjour Anna Rocha. Au Mali, une frappe de la force de Barkhane fait 6 morts. Et elle fait polémique qu'elle a eu lieu de l'extérieur de Talatay, une localité située entre Gao et Meneka. Selon le maire, les 6 victimes sont des jeunes du village, dont 4 de moins de 16 ans, qui étaient partis à la chasse, une version démentie par la force Barkhane. Elle parle d'une opération pour neutraliser un groupe armé terroriste. L'état-major français indique que 3 motos ont été détruites. C'est la 2e fois en quelques mois qu'une intervention aérienne française donne lieu à des versions opposées. Au Niger, au moins 11 personnes ont été tuées mercredi dans la région de Tillabéri dans une nouvelle série d'attaques contre plusieurs villages. Les assaillants qui circulaient sur des motos ont également brûlé plusieurs classes et des cases de santé avant de prendre la fuite. Le drame intervient quelques jours après le massacre de 137 personnes dimanche dernier dans la région de Taoua. Sur l'affaire Chebeya en République démocratique du Congo, des familles sont en train d'être
en train d'être effectuées. Des fouilles. Des fouilles, pardon. Des fouilles. Des fouilles, donc, Georges, sont en train d'être effectuées pour retrouver le corps de Bazana. Des fouilles ordonnées par la justice selon le Bureau conjoint des Nations Unies. Le Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies à Kinshasa. Les recherches ont commencé mercredi dans la concession privée du général Zelwa Katanga Diadidia. Elle a été morcelée en plusieurs parcelles revendues après l'assassinat. Selon les aveux de deux policiers fugitifs, aveux sur RFI, ces deux policiers qui affirment avoir participé à l'exécution des droits de l'homme. La dépouille de Fidel Bazana Edadi a été enterrée dans une concession à l'ouest de Kinshasa sur la route du Congo central. Dernier hommage en Tanzanie au président John Magufuli dans sa ville natale. Son corps a été déplacé vers sa maison ancestrale à Château pour être exposé au public. La cérémonie a été dirigée par le Premier ministre Kassim Majaliwa. John Magufuli a été enterré ce vendredi à Château en présence de sa famille proche, ses parents et ses amis après un service funéraire privé. Il est décédé le 17 mars dernier à l'âge de 62 ans. C'était le tour d'horizon de l'actualité internationale. Merci beaucoup, Georges Détier. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui, comment mettre en œuvre les réformes du système judiciaire formulées par des acteurs de la justice et de la société civile. On en parle dans moins de 10 minutes avec Maître Hassan Diomandiaye, avocat, président de la Ligue sénégalaise des droits humains, et Dr Abdoulaziz Paye, juriste consultant. RFM Sport. L'actualité des sports présentée par Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Anna Rocha, bonjour à tous. Une seule actualité sportive dominante ce vendredi, le match Congo-Sénégal en qualification à la CAN 2022. Et c'est prévu tout à l'heure à 16h. Il faudra aussi noter que le Sénégal déjà qualifié à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations domine les débats dans ce groupe I. Mais les Lions de la Teranga, pas encore rassasiés, veulent bien finir le travail. À Brazzaville, les hommes d'Aliou Cissé, coéquipiers, plutôt les hommes d'Aliou Cissé, cherchent la victoire face au Diable Rouge congolais. On l'écoute, le sélectionneur du Sénégal. J'aime pas trop parler des adversaires, d'autant plus qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Souvent, quand il y a un changement d'entraîneur, il y a toujours une motivation de surprise pour les joueurs. Donc nous attendons en tout cas un match difficile face à une très bonne équipe du Congo. Mais j'ai envie de dire aussi que le match contre le Sénégal, le match contre le Congo n'est pas non plus quelque chose de décisif. Ils sont deux matchs pour moi pour prendre ces points-là. Après, je ne suis pas à la place de l'entraîneur. Moi, je vais me concentrer sur mon équipe. Je vais me concentrer sur les joueurs. J'en profite pour féliciter mes joueurs de leur état d'esprit. Dans ces périodes-là de Covid et aussi dans ces périodes que la FIFA a donné les pleins pouvoirs au club, nous, de notre côté, ça nous a permis aussi de voir les clubs qui sont alliés, les clubs alliés, si je peux dire. On a pu voir aussi le comportement de certains clubs vis-à-vis de nos sélections. Le sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé en conférence de presse d'avant-match. Le match est prévu donc tout à l'heure à 16h contre le Congo-Brazzaville. C'est à Kintele, le stade olympique, qui se situe dans la banlieue de Brazzaville. Match à suivre en direct sur la radio Futur Média. Toujours dans ce groupe du Sénégal, à noter que la Guinée-Bissau joue contre Eswatini. Ce sont les Bissau-Guinéens qui se déplacent. Match aussi prévu pour aujourd'hui. Match difficile ce soir à Nouakchott pour la Mauritanie qui croise le Maroc déjà qualifié. Les Mourabitoun ont une obligation de victoire pour garder intactes leurs chances de qualification, puisque derrière il y a le Burundi et la République centrafricaine qui sont à l'affût et qui jouent d'ailleurs cet après-midi. Ismaël Diakité, attaquant des Mourabitoun, que nous écoutons au micro de notre confrère Abadjedjou. Pour le match du Maroc, je sais que ça ne sera pas un match passé pour les deux équipes. Le premier et deuxième, on va essayer de faire un bon match. Le résultat, ça vient après. On va essayer de faire un bon match. J'espère qu'on est concentré pour ce match, parce que ce genre de match, c'est une motivation de plus pour jouer contre le Maroc. C'est pas donné à tout le monde. Mais bon, alhamdulillah, on va essayer de faire un grand match aujourd'hui. Et j'espère que le résultat va suivre, Inch'Allah.
Dans le groupe F, le Cap-Vert, chez vous, Anna, donc accueille cet après-midi à Praia les Lions indomptables. Le Cameroun, pays hôte de la CAN, joue juste pour la forme alors que les requins bleus voudront bien s'imposer à domicile pour coller au peloton de tête. On en profite en tout cas, Anna, pour vous souhaiter bonne chance et une bonne qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Dernier de son groupe, le Niger, pas encore éliminé, accueille ce vendredi la Côte d'Ivoire qui aura à cœur de reprendre la première place à l'Éthiopie qui, je le rappelle, avait corrigé il y a quelques jours Madagascar sur le score de 4-0. Le sélectionneur français des éléphants, Patrice Baumel, lui a fait appel à de nouveaux joueurs et compte sur eux pour se relancer. Et puis nous parlons donc des qualifiés. Pour rappel, en plus du Cameroun, pays hôte, il y a le Sénégal, l'Algérie, le Mali, la Tunisie, le Burkina Faso, la Guinée, les Comores, le Gabon, le Ghana, l'Égypte et la Gambie qui pour la première fois se qualifie à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de la catégorie. Nous allons écouter le ministre des Sports de la Gambie, son nom Bakary Badji, qui veut s'inspirer du Sénégal pour en tout cas faire une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est confié à Abdoulaye Diagne, notre confrère du quotidien Stade, qui a assisté hier à la qualification de la Gambie à Bakau. Nous sommes très contents d'avoir réalisé un tel exploit. Vous le savez, c'est la première fois que la Gambie se qualifie à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations seniors et beaucoup ne s'y attendaient pas et nous en profitons en tout cas pour féliciter les joueurs et aussi l'État gambien et tout le peuple gambien. Maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'on va bien se préparer et s'inspirer de l'exemple du Sénégal puisque le Sénégal aussi est une référence pour nous. Le Sénégal s'est qualifié à plusieurs reprises à une phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Alors, on va se battre pour ça et essayer de travailler ensemble et de s'inspirer, disons, de cet exemple. Nous souhaitons en tout cas ne pas jouer le Sénégal en phase de groupe et puis ce serait bien pour tout le monde. Après, ce qu'il y a, c'est qu'on continuera en tout cas à nous battre et de s'inspirer de l'exemple du Sénégal pour faire les pas de géant dans le football continental. Voilà donc le tour d'horizon des différentes rencontres qui vont se jouer cet après-midi pour le compte de la 5e et avant-dernière journée de la phase de qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Cameroun en 2022, a précisé que le Sénégal joue tout à l'heure à partir de 16h contre le Congo-Brazzaville. C'est à Kintele, le stade olympique qui se trouve plutôt dans la banlieue de Brazzaville. Un match à suivre à partir de 16h en direct sur la Radio Futur Média. La prise d'antenne est prévue à 15h30. Les Lions indomptables face aux requins bleus à 15h heure de Praia, 14h heure de Dakar. Merci beaucoup, cher Didier Diagne. La revue de presse présentée ce vendredi par Pape Besdiba. Le système judiciaire à la barre. Sud Quotidien ouvre ainsi avec ce diagnostic sans concession que pose l'Union des magistrats du Sénégal sur l'état de droit et l'indépendance de la justice. Le quotidien Tribune résume en ces termes l'ambiance qui a prévalu au cours de cette rencontre de l'UMS, avec d'ailleurs photo à l'appui en une. Le ministre chante, Alioune Tine n'applaudit pas, les magistrats pleurent. Pour la justice, note sucrée salée dans le quotidien. Pour le confrère, c'est vrai que c'est toute la société qui est malade, mais il est passé tellement de choses dans cette affaire Sonko Adji Sarr que la justice y a perdu des plumes et sucré salé de faire remarquer qu'entre des arrestations tous azimuts d'opposants, un refus d'un leader politique de répondre à la justice, un désistement d'un juge pour des raisons familiales, des libertés provisoires distribuées comme des bonbons, le dépôt organisé par l'UMS hier était le bienvenu, pourvu que, souligne le journal, ce qu'il en est sorti ne soit pas de simples annonces. Mais s'il y a quelqu'un qui s'est bien distingué au cours de cette rencontre de l'Union des magistrats du Sénégal par sa prise de position, c'est bien l'ancien procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite, Alioune Ndao, sort de sa retraite. Le quotidien parle de cinglant réquisitoire du procureur Alioune Ndao. L'illustration avec quelques phrases choc en une. Le régime de Macky Sall est fini. Alioune Ndao, cité toujours par le journal, estime qu'il y a des magistrats qui sont à la solde de certains ministres par rapport à l'affaire Sonko Adji Sarr. L'ancien procureur affirme dans l'AS que si ce qu'on reproche au leader de PASTEF est établi,
qu'on le traduise en jugement. Nous restons dans le temple du Témis avec Source A, qui s'arrête sur ces exigences du Front de résistance nationale à propos des nominations de magistrats instructeurs et du doyen des juges d'instruction. Ce qu'ignore le FRN, écrit le journal, c'est qu'il n'y aurait rien de nouveau sous les tropiques si un autre doyen des juges d'instruction du tribunal de Dakar était nommé. Car, explique encore Source A, non seulement ce dernier serait lui aussi désigné par le président de la République pour connaître de l'affaire Ousmane Sonko. Cette affaire Sonko Adji Sarr, avec cette proposition de la coalition Jotna, en effet, selon l'AS, Dr Abdoulaye Niane et ses camarades qui ont reçu hier Ousmane Sonko semblent proposer une médiation judiciaire pour trouver une solution de sortie de crise et pour le retour définitif de la paix au Sénégal. Tout autre chose avec l'Observateur, l'intrigant jeu de la terreur. Le journal alerte ainsi sur un danger rampant au Sénégal. Le professeur Cheikh Ibrahima Niang, socio-anthropologue, souligne dans le journal que l'instrumentalisation des identités sociales à des fins politiques conduit à la catastrophe. À lire le large dossier de l'Obs en pages 4 et 5. Violence avec les Échos selon qui ça a dégénéré à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Hier, le journal fait état d'une bataille rangée entre étudiants du Kekendo et ceux de Ndefleng. Le recteur a appelé la police. Nous restons avec les Échos qui nous parlent de la nouvelle Diary Sow, féministe et émancipée. Après quelques mois out, Diary Sow va mener des combats. Et parmi ces combats, note le journal la polygamie. Le quotidien national Le Soleil, avec la signature hier des contrats entre le Sénégal et la Mauritanie pour le démarrage des travaux du pont de Rosso en juin prochain. Le coût du projet est évalué selon l'astre de Anne à 57,4 milliards de francs CFA. Terminons avec du football Congo-Sénégal à 16h GMT. Les Lions pour maintenir le cap selon record. Mon confrère d'après qui, Alioune Cissé, bascule vers un 3-5-2. Bonne lecture à toutes et à tous. Parole aux